puis des questions-réponses de votre part, de la part de l'ensemble des participants, qui seront gérées donc par Alice et Leïla. Donc, au niveau de l'introduction, je voulais vous rappeler professionnel, des candidats qui vont se présenter après un parcours de formation, par exemple, et aussi potentiellement quand il s'agit de certification du répertoire national, je veux dire, à travers la VAE. Donc, on a des candidats qui vont se présenter à la certification et un par un, c'est-à-dire attester officiellement de la maîtrise professionnelle des compétences visées par la certification. Donc, la certification, c'est un processus d'évaluation des compétences. Et en ce sens, elle se distingue de la formation. Donc, excusez-moi, j'ai cliqué un coup de trop, décidément aujourd'hui. Donc, la certification professionnelle, c'est une évaluation des compétences professionnelles et ça va par un jury. Donc, à ce jour, Centre Info avait l'habitude de définir la compétence comme une action ou un comportement observable, et ça, c'est une notion importante, il me semble, résultant d'une combinaison d'un certain nombre d'éléments comme des connaissances, des savoir-faire, des aptitudes, qu'ils soient acquis en formation ou par l'expérience. Et puis, depuis juin 2019, France Compétences a défini la compétence comme une mobilisation de manière pertinente de ces ressources. Ça peut être des savoirs, des savoir-faire techniques, des savoir-faire relationnels, et rajoute-t-il des ressources de son environnement dans des situations diverses pour exercer une activité en fonction d'objectifs à finalité professionnelle à atteindre. Donc on est bien dans une action ou un comportement observable qui va se réaliser et qu'on va pouvoir observer, même si la compétence, on le sait, va mobiliser des savoirs, des savoir-faire, des aptitudes et un certain nombre de ressources, des outils, des méthodes qui font partie de la situation professionnelle qui va être exercée. Donc, le champ de la certification se distingue de celui de la formation. Donc, on va avoir, en termes de formation, on pourra rentrer dans le cadre d'un parcours, donc un parcours par la formation, un parcours par l'expérience, et puis on a une phase de certification qui est l'évaluation des compétences. Et donc, par conséquent, une certification ne doit pas être confondue avec une action de formation. On est bien dans deux champs différents. Et l'objet de la certification professionnelle, donc les compétences, ne doivent par conséquent ne pas être confondues avec les connaissances, même si celles-ci, comme je le disais tout à l'heure, contribuent à la mise en œuvre des compétences. Donc, d'un côté, on a la formation avec l'évaluation des connaissances, pourquoi pas, des savoir-faire, des aptitudes, c'est l'évaluation formative, alors que dans la certification, on travaille sur l'évaluation des compétences et donc on est donc dans une évaluation sommative certifiante. Sur le marché actuel de la formation, il est donc important pour les prestataires de développement des compétences de connaître les périmètres respectifs des deux répertoires nationaux, le répertoire national des certifications professionnelles et le répertoire spécifique, qui sont dans le champ de la certification professionnelle. Et ce, avant tout projet de certification professionnelle. Il faut savoir vers où on se dirige. Donc, RNCP ou répertoire spécifique, on va interroger Michael Charby sur ce qu'il faut savoir pour s'orienter vers l'un ou l'autre de ces répertoires. Deux grands répertoires, le répertoire national des certifications professionnelles qui contient des certifications professionnelles qui attestent des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'un emploi type. Donc là aussi, comme a indiqué Valérie, des connaissances qui sont des moyens mobilisés pour la réalisation et la maîtrise des compétences. Et ces certifications professionnelles, donc qui visent des métiers ou des emplois types, sont définies, caractérisées par des référentiels, trois grands référentiels. Un référentiel d'activité professionnelle sur lequel on reviendra plus en détail lors du prochain webinaire, un référentiel de compétences qui
qui indique les compétences nécessaires à la réalisation de ces activités professionnelles, et un référentiel d'évaluation qui évalue la bonne maîtrise de ces compétences. Et ces certifications, elles sont classées par niveau de qualification. Et donc là, ça permet de caractériser d'un niveau sur la nomenclature qui a changé depuis le 1er janvier 2019, qui est maintenant plus articulée, même si elle ne se confond pas complètement avec la nomenclature européenne, et qui permet donc de classer les certifications professionnelles d'un niveau 2 à 8, avec quelques références que vous connaissez, niveau 3 qui correspond à l'ancien niveau 5, on va dire équivalent CAP, jusqu'au niveau 8 qui couvre essentiellement les doctorats. Et ces certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences qui ont été définis par la loi du 5 septembre 2018 en tant qu'éléments qui contribuent à l'exercice autonome d'une activité professionnelle. Et les certifications du répertoire spécifique sont des éléments, comme presque le nom l'indique, spécifiques, c'est-à-dire complémentaires au-delà des certifications dites métiers du RNCP. Et là, on se retrouve avec des certifications qui correspondent à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles, avec 3 grandes catégories, parce que sur le répertoire spécifique, on est quand même sur quelque chose de plus hétérogène que le RNCP. Une première catégorie qui sont les habilitations et certifications découlant d'une obligation légale ou réglementaire, qui sont principalement portées par les ministères. Je dis principalement parce qu'on a quelques exceptions. C'est tout ce qui vous autorise à réaliser une activité. Dans les quelques exceptions, par exemple, il y a le CACES. Ça correspond à une obligation réglementaire. Pour autant, le CACES n'émane pas directement de l'État, mais de la CNAM. Donc, et ensuite, 2 autres grandes catégories, qui là sont plutôt celles qui couvrent le périmètre des enregistrements sur demande, qui sont les certifications dites de compétences transversales, mobilisables bien entendu dans un contexte professionnel. On n'est pas sur du loisir ou on est bien sur un contexte de réalisation professionnelle, mais qui sont quand même indépendantes d'un contexte professionnel particulier. C'est-à-dire qu'on est sur des choses qui peuvent se mobiliser dans différents contextes, dans différents cadres d'emploi. Et enfin, des compétences complémentaires à un métier. Donc là, on est plutôt sur une logique de spécialité. Et cette logique de spécialité vient compléter des certifications métiers RNCP. Par exemple, dans les cas de figure où le certificateur a considéré que ce n'était pas dans le cœur du métier. C'est-à-dire c'est des compétences qui peuvent être exercées par une partie des personnes concernées. Donc, pour pas alourdir de manière excessive le référentiel RNCP, on n'a pas intégré ces éléments-là. Par contre, ces éléments-là peuvent être identifiés. Et en plus, ils peuvent être d'autant plus identifiés que on peut être sur des dispositifs qui sont des dispositifs à vocation de professionnalisation. C'est-à-dire que le répertoire spécifique a quand même cette finalité à travers cette dernière catégorie d'outiller des dispositifs de professionnalisation pour des professionnels qui exercent déjà le métier. Une petite indication de volumétrie. Sur le RNCP, vous avez environ maintenant 5000 certifications actives, alors qu'on en avait 10 000 il y a quelques temps, mais c'est surtout un effet de mise à jour du côté des ministères certificateurs. Il n'y a pas eu sur les certificateurs privés de baisse significative. Petite baisse quand même, ça c'est aussi ça l'effet de la régulation un peu plus forte, mais qui reste quand même assez modéré. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6% de certification sur demande en moins dans le stock que ce qu'on a actuellement. Et donc ces 5000 certifications sont à peu près moitié-moitié entre ce qui relève des ministères et ce qui relève des certificateurs privés. Et sur le répertoire spécifique, on est à 2300 certifications actives au jour d'aujourd'hui, alors que l'inventaire était à 2000 certifications. Mais il faut faire attention à ce chiffre parce qu'il est en trompe-l'œil, puisque le stock inventaire a été prorogé d'abord 2 ans par la loi du 5 septembre, puis 1 an de plus du fait d'une ordonnance liée au contexte sanitaire. Et donc, sur ces 2300 certifications, on en a à peu près 2100 qui vont arriver à échéance à la fin de l'année 2021.
Donc, un certain nombre d'entre elles arriveront, bien entendu, en renouvellement avant, mais en tout cas, cette progression du nombre de certifications répertoire spécifiques doit être nuancée de ces éléments-là. Donc, voilà les deux grands périmètres. C'est pas forcément toujours simple. Pourquoi ? Parce que des fois, on est même si c'est minoritaire, sur des cas de figure qui sont un peu à la frontière. En général, le bon exemple, c'est le formateur occasionnel versus le formateur plus récurrent qui en fait une activité professionnelle récurrente. C'est-à-dire, quand je suis formateur occasionnel, c'est une activité complémentaire. Mon métier, c'est pas formateur, même si j'exerce de temps en temps cette activité. Et là, très clairement, les référentiels qui visent des formateurs occasionnels relèvent plutôt du répertoire spécifique. Par contre, quand c'est la profession à titre principal, là, on est sur un contenu qui est quand même nettement plus signifiant en termes de contenu en compétences. Hein. C'est pas simplement je réalise, c'est aussi je conçois, j'anime, j'évalue. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là relève plus du RNCP. Et des fois, on a même des cas de figure encore pires, j'aurais tendance à dire, sur certaines professions qui ont parfois du mal à démontrer le fait qu'elles puissent être exercées en tant qu'activité récurrente, permanente, même en temps partiel. Et là, ce qui va se passer souvent, c'est que c'est à l'occasion de l'analyse des données d'insertion qu'on va constater que c'est plus une activité complémentaire. Je vous rassure, ça arrive pas souvent, mais de temps en temps, ces sujets-là peuvent être posés. Là, j'ai un exemple concret, par exemple, sur le sujet des prothésistes angulaires. Le certificateur Biotinels avait une certification RNCP qui arrivait à renouvellement et le dispositif est efficace. Il a montré qu'il marchait bien en termes d'ingénierie, mais on voit bien que c'est une activité complémentaire et que c'est un certain nombre d'acteurs du bien-être qui mobilisent cette activité de protection angulaire et à titre principal qui en font pas leur métier récurrent. Et donc, la conséquence, c'est que la certification de Biotinels n'a pas été renouvelée au RNCP, elle a été redéposée au répertoire spécifique. Et lors de la dernière commission, sachant que les décisions sont publiées cet après-midi, il a été décidé de l'enregistrer au répertoire spécifique avec un dossier remanié. Donc, pour dire que de temps en temps, on peut avoir des petites subtilités. On a le cas aussi, Michael, des être effectivement d'un côté ou de l'autre, selon s'ils ont si on leur a affecté un niveau et selon aussi s'ils sont sur un périmètre métier ou plutôt sur un périmètre groupe de compétences homogène. Ouais. Alors, c'est vrai que ça peut être le sujet, surtout occupé et vécu comme une spécialisation par rapport à un métier. Pour l'instant, les CQP sont plutôt positionnés au RNCP. C'est plutôt les choix des politiques paritaires de branche, mais ça peut être en effet un cas de figure qu'on va rencontrer de plus en plus nettement. Donc, on a… Juste pour vous… Allez-y Valérie, allez-y. Non, c'était pour vous poser la question suivante. Donc, si on a terminé sur le périmètre avec les certifications d'un périmètre métier dont on a donné les détails un petit peu dans chaque colonne du tableau qui est présenté à l'écran, vous vouliez rajouter quelque chose sur le périmètre ? Non, mais après, ça va rejoindre la question suivante. Voilà. D'accord. On va le traiter à ce niveau-là. Donc, question suivante, donc quelle réponse dois-je apporter aux besoins en compétences et comment je dois prouver le besoin sur le marché? Parce que ça, c'est effectivement une question importante vu que ça va être le premier argument de la création d'un projet de création de certification, c'est à quel besoin je réponds sur le marché du travail. Alors, on a vraiment, sur ce sujet-là, c'est vraiment un point d'achoppement sur beaucoup de dossiers. Hein. C'est-à-dire que alors, il y a la démonstration, mais il y a simplement aussi le fait de le concevoir dans une dimension certifiante qui vise à répondre à un besoin concret et mesurable. Concret parce que il faut quand même que le projet puisse se matérialiser à travers un dispositif de formation et de reconnaissance de compétences, que ce dispositif
même si on n'est pas du tout sur le schéma par exemple sur le répertoire spécifique, des schémas de justification par les promotions, on doit quand même montrer que ce dispositif produit des effets et des impacts dans les entreprises, chez les salariés, chez les indépendants. Donc, concrètement, la dimension certifiante doit d'abord s'apprécier à travers les effets qu'elle produit, hein, c'est-à-dire quels qu'ils soient. Hein, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire qu'on va s'insérer professionnellement à cause d'une certification, enfin grâce à une certification au répertoire spécifique, mais il faut quand même montrer un lien de causalité avec une problématique professionnelle. Et ce point de vue-là, il faut aussi tout cela, que le principe même du dispositif puisse être mesurable. Tout d'abord, il faut que le processus d'évaluation soit fait de manière objective et adapté aux finalités des compétences définies par le référentiel. C'est-à-dire que si vous avez une certification, mais que on voit pas bien le lien entre les modalités, les critères, et que ces éléments-là, de toute manière, ne sont pas mesurables de manière pertinente dans leur impact sur le parcours professionnel des actifs et sur la couverture des besoins en compétences des entreprises, c'est là où déjà le premier aspect peut être bloquant. Ensuite, il faut une dimension un peu durable, c'est-à-dire qu'il faut quand même que l'effet de signal de la certification soit suffisamment durable sur le marché du travail. Si on est sur une compétence qui 2-3 mois plus tard est déjà plus tout à fait au goût du jour, forcément la dimension certifiante perd son sens. Et donc, parfois c'est ça qu'on va mesurer. Et c'est vraiment un élément important parce que c'est souvent à ce niveau-là que beaucoup des dossiers n'arrivent pas à passer la rampe, soit du RNCP, soit du répertoire spécifique. Parce que très clairement, si je refais un petit peu le bilan chiffré de nos décisions, hein, depuis que France Compétences est créée, on a produit 1800 décisions, donc sur 1800 dossiers, principalement cette année, hein, c'est-à-dire l'année dernière, on avait produit 450 décisions, donc là, on est avec la commission de septembre sur à peu près 1300 décisions. Sur ces 1300 décisions, tout d'abord, il y en a certaines qui ne sont pas arrivées au stade de la prise de décision sur le fond. C'est-à-dire qu'on a actuellement 1300 dossiers depuis la création de France Compétences qui sont non recevables, soit parce qu'on les a déclarés non recevables de manière définitive, soit qu'ils ne soient pas revenus après un questionnement de notre part. Et donc, sur ces 1300 dossiers, on a deux grandes catégories. On a la première catégorie, on a des organismes qui, comme l'indiquait Valérie, font la confusion entre formation et certification, pas simplement dans ses finalités, mais vraiment dans complètement le périmètre. C'est-à-dire que parfois, on n'a aucun référentiel, on a juste un programme pédagogique, ou alors des organismes qui sont organismes de formation sur certaines choses, et c'est sur certains objets, mais qui appartiennent pas à l'organisme de formation. C'est-à-dire, excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne. Vous voyez, l'erreur classique de laisser son téléphone allumé. Donc sur ce sujet-là, on a par exemple des organismes qui sont des organismes de formation et qui vont déposer un CAP, un CQP, choses qui ne relèvent pas de leurs compétences, ou qui, par exemple, je parlais de la catégorie des habilitations légales et réglementaires qui relèvent d'un ministère, qui vont déposer une réglementation qui relève d'un ministère, et donc ils sont bien entendu pas compétents pour ça. Donc ça, donc concrètement, oui. Concrètement, si je veux répondre à des besoins en termes de compétences, on est d'accord que je vais devoir prouver le besoin de compétences sur le marché, sur un métier particulier lorsque je suis au RNCP, et je dois faire la même chose, c'est-à-dire faire une note d'opportunité pour, par contre, une compétence ou un groupe de compétences homogènes pour le répertoire spécifique. Donc, je dois réunir un certain nombre de preuves des besoins en termes de métier d'un côté et en termes de compétences de l'autre, pour pouvoir dire que mon projet de certification répond à ces besoins.
Et je vais être amenée, pour répondre un petit peu à la deuxième question, comment je dois prouver les besoins de compétences sur le marché, je vais être amenée à réunir un certain nombre de chiffres sur les métiers ou sur la compétence que je vise pour pouvoir prouver à France Compétences qu'il y a bien des besoins sur le marché. Ouais. Oui, mais avant même de faire cette démonstration-là, il y a vraiment le sujet de attention, est-ce que vous avez tout simplement le droit de déposer cet objet-là en particulier, hein, c'est-à-dire que Ah oui, oui. il y a beaucoup de dossiers qui échouent à ce stade-là, hein, c'est-à-dire je présente enfin le nombre de CAP cuisine qu'on refuse parce que il y a confusion même entre le fait que l'organisme prépare la formation et il veut que ça soit éligible au CPF et le fait que forcément le CAP cuisine relève du ministère de l'Éducation nationale. Donc déjà ce premier sujet est déjà un sujet qui est quand même assez important. Et après, en effet, il y a le sujet de se poser la question. Et, et après, ça se voit plus, cette problématique-là se voit plus sur le répertoire spécifique. Parce qu'en général, les objets du RNCP sont, comment dire, sont des objets qui en général nécessitent une ingénierie plus lourde, un questionnement plus fort d'entrée. Et en général, ils répondent, alors pas toujours bien, mais en tout cas, ils ont bien compris qu'ils devaient répondre à cette problématique. Sur le répertoire spécifique, c'est plus hétérogène, c'est-à-dire on voit un peu sur les nombres de dossiers, c'est-à-dire on a eu 1100 décisions défavorables sur le fond, contre 740 favorables depuis la création de France Compétences. Sur ces 1100, il y en a 800 au titre du répertoire spécifique, avec souvent cette problématique-là de tout simplement, est-ce que je réponds à une finalité professionnelle? Donc, ça, c'est Donc, vraiment il faut que je convoque des chiffres aussi sur le besoin en compétences, que je les ai récupérés ou que je sois amenée à les produire, puisque on s'est bien aperçu que sur les besoins en termes de métier, on arrive à se trouver des sources officielles assez facilement, alors que sur le besoin, par exemple, en termes de management d'équipe ou en termes de gestion de projet, on a plus de mal à trouver des chiffres formalisés sur les sources officielles. Donc, on va être aussi amené le certificateur va être aussi amené à les produire par des enquêtes, auprès des employeurs, auprès des branches professionnelles ou d'autres sources d'attestation du besoin sur le marché. Parce que je vois que le temps tourne aussi, il va falloir qu'on accélère un petit peu nos réponses. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, ça dépend aussi de la nature de la certification au sein du RS, par exemple. Parce que quand vous êtes sur une compétence technique, sur cette compétence technique, forcément, il va falloir être très précis sur l'opportunité, sur en quoi cette compétence technique correspond clairement à des besoins concrets. Par contre, quand vous êtes sur du transversal, du managérial, des soft skills, le sujet souvent, c'est pas d'identifier la compétence. On connaît à peu près tous les compétences requises sur les certifications de management. Ce qui va être décisif dans ces cas-là, c'est pas la démonstration de l'opportunité. On va regarder un peu plus la valeur d'usage, c'est-à-dire est-ce que les entreprises sont satisfaites, entre guillemets, de la certification, de la formation certifiante. Et ensuite, on va être beaucoup plus attentif à l'évaluation et notamment aux critères d'évaluation. C'est-à-dire que le sujet qui va se poser sur une compétence transversale ou des soft skills, ça va être pas simplement la compétence en elle-même, mais comment je démontre et comment j'atteste à travers une certification que la personne détient bien les compétences nécessaires pour bien exercer sa fonction managériale, par exemple, si on est dans le cadre du management. Donc, on a des critères, mais ces critères, on les contextualise à chaque fois sur l'objet qu'on a en face de nous. Hein, c'est-à-dire que, voilà, entre du technique et du transversal, on l'appréhende pas tout à fait de la même manière. Et les points centraux et vitaux pour enregistrer ou ne pas enregistrer vont faire un focus un peu plus fort sur les compétences ou les évaluations ou les Après, si on peut trouver des chiffres, si on peut trouver des chiffres et des études qui vont dans le sens du besoin, même pour du transversal, ça peut quand même être intéressant de les convoquer. Bien entendu, mais ça sera moins vital. Ça sera moins vital.
D'accord. Il y a des questions aussi qui paraissent parfois évidentes, mais dois-je me poser également les questions des publics visés, de la plus-value pour les titulaires, de la lisibilité pour les Oui, entreprises? alors tout à fait. Alors sur les publics visés, c'est vraiment un élément central. Alors là aussi, ça dépend un peu du contexte. Le public visé sur une certification du RS de compétences complémentaires, si vous n'avez pas le public visé, le dossier il est mort, hein. C'est-à-dire que si vous vous positionnez pas par rapport à des déjà les compétences métiers sur lesquelles vous entraînez la professionnalisation et la spécialisation, si cet élément-là n'est pas présent dans le dossier, nécessairement, ça ne peut pas. Et d'ailleurs, en général, c'est-à-dire que des questions de base n'ont pas été posées dans ces cas-là. Donc ça, là, très clairement, le public visé, ça devient éliminatoire si la cible n'est pas claire. Si elle n'est pas homogène aussi, parce que quand j'ai des fonctions, quand j'ai par exemple, on parlait des certifications managériales, si je distingue pas bien selon que je vise à titre principal des publics de managers opérationnels ou de cadres dirigeants, forcément, il y a quelque chose même dans la construction de l'ingénierie en compétences qui a de fortes chances de pas bien tourner. Donc et sur les compétences transversales, c'est un peu moins important, mais on doit quand même voir le lien de causalité avec un contexte professionnel et la manière dont cette certification-là va dans différents contextes professionnels pour différents types de publics apporter une réponse. Ensuite, pour ce qui est de la valeur d'usage pour l'actif, ça rejoint ce que j'avais introduit sur l'aspect mesurable. C'est-à-dire, il faut pouvoir, a fortiori si vous êtes sur un renouvellement, démontrer, en tout cas au titre du répertoire spécifique, le sujet de qu'est-ce que ça a apporté pour les actifs concernés dans leur parcours professionnel. Alors, le sujet, c'est pas de changer de métier avec du répertoire spécifique, hein, c'est pas sa finalité, mais qu'est-ce que ça apporte concrètement pour les publics actifs. Sur le RNCP, le principal élément de démonstration, ça va être les données d'insertion. C'est-à-dire que c'est ça qui va. Alors, il y aura, bien sûr, vous pouvez fournir des notes d'opportunité, vous pouvez fournir des éléments de valeur d'usage qui montrent le lien que vous avez avec des tissus d'entreprise, hein, c'est des éléments centraux. Mais il va y avoir l'aspect, la réalité des chiffres de l'insertion qui va permettre de situer si, ça a un impact sur l'insertion globale, est-ce que ça a une insertion est-ce que ça permet une insertion dans les métiers visés, est-ce que ces métiers visés sont bien des métiers à ce niveau-là de qualification. Et ensuite, est-ce que c'est des activités qui sont exercées de manière pérenne, à temps plein, à condition. Enfin, je parle bien sûr des métiers qui, par nature, sont exercés à temps plein. Et ensuite, comment est-ce que est-ce que selon le niveau de qualification, on va regarder la rémunération aussi. Est-ce que c'est une rémunération qui correspond à un niveau 6 ou un niveau 7 Donc, est-ce qu'on est sur des statuts cadres par exemple, si on n'a pas du statut cadre pour des diplômés sur une certification de niveau 7, ça peut questionner. Donc, vous voyez, c'est un ensemble d'éléments qui, à chaque fois, vont s'apprécier dans le contexte de la certification. Donc, qui va être un élément important. Donc, c'est aussi pour vous dire ça, c'est-à-dire que c'est vraiment important d'avoir à l'esprit qu'on regarde votre certification à l'aune de critères, mais des critères qu'on adapte en fonction de l'objet qu'on a en face de nous. On ne mesure pas de la même manière la valeur d'une certification selon qu'elle soit du RNCP, du RS, au sein du RS selon que ça soit de la compétence transversale ou de la compétence technique. Donc, voilà les éléments. Et bien entendu, il faut qu'on voit le lien avec le besoin entreprise. Donc ça, comme le disait Valérie, il y a plusieurs éléments qui permettent de justifier, que ça soit la reconnaissance de la valeur d'usage par les entreprises avec qui vous avez des partenariats, valeur d'usage qui ne doit pas être je soutiens tel organisme de formation, mais concrètement, ce parcours-là a été déployé, il a produit des effets dans mon organisation de travail ou pour mes salariés. Donc, c'est ces éléments-là qui sont importants pour nous. Il faut faire la démonstration de la valeur de ce que vous nous présentez et vous avez plusieurs leviers pour le faire. Et bien entendu, ces preuves, ces leviers, on va les examiner au cas par cas. Ça sera pas
et ça sera bien entendu pas le seul élément qui sera apprécié. La qualité de l'ingénierie, on en parlera sur le cycle suivant, et aussi un élément global de qualité du dossier qui sera tout aussi pris en compte. Mais c'est sûr que si, par exemple, sur une certification RNCP, ce qu'on voit de temps en temps, hein, j'ai 10-15% des gens qui exercent le métier, mécaniquement, même si l'ingénierie est bonne, ça passera pas. Donc, après, on est souvent plutôt sur des zones grises, hein, où là, il y a des éléments qui sont plus nuancés. Mais voilà en tout cas les principaux éléments, les principaux questionnements qu'il faut vous poser pour pouvoir être en démonstration et même pour vous-même, c'est-à-dire dans la manière dont vous allez construire le dispositif, il faut vous poser la question de comment est-ce que vous répondez à ces besoins-là. En général, vous vous posez ces questions-là puisque vous avez une politique commerciale, vous avez un sujet de satisfaire vos clients. Donc, mais il faut le poser dans le contexte de la problématique d'une certification professionnelle qui, comme le disait toujours Valérie en en introduction, c'est pas tout à fait la même chose quand même qu'un outil formatif. Bien entendu, les deux sont profondément liés, mais il y a une étape, une dimension supplémentaire et il faut pouvoir la démontrer. Voilà. Valérie, on ne vous entend pas. J'avais une dernière question qui est non des moindres. Mon projet a-t-il une finalité principale certifiante? Est-ce que c'est une question structurante, ça, pour les projets de certification? En tout cas, sur le répertoire spécifique, souvent oui. Hein, c'est-à-dire que sur le RNCP, c'est rare de voir un dossier qui ne répond pas positivement à cette question-là. Mais sur le répertoire spécifique, c'est plus fréquent. Et par exemple, on a des choses qui sont hors sujet par rapport à cette dimension-là. Par exemple, on n'enregistre pas les préparations au concours, au répertoire spécifique. Un concours, c'est une sélection. C'est pas j'atteste ou j'atteste pas de compétences. C'est une finalité qui est pas la même. Alors, bien entendu, quand on prépare un concours, on essaye d'acquérir des connaissances, voire des compétences. Mais pour autant, l'objet du concours, c'est pas d'attester les compétences, c'est de faire un processus de sélection. Donc, tout ce qui est préparation au concours a aucune vocation à être enregistré au répertoire spécifique. De la même manière, on peut avoir des dimensions d'accompagnement de parcours à travers insérées au sein du parcours de certifiant, mais il ne faut pas que ça soit la dimension principale. Sinon, à la limite, ça relève par exemple sur la création d'entreprise, il ne faut pas à ce moment-là venir au répertoire spécifique ou au RNCP. Il faut aller directement sur la plateforme en tant que processus d'accompagnement. Donc, et même chose, on voit parfois des choses sur des bilans de compétences, des choses comme ça, qui sont des éléments différents à part et qui ne sont pas des éléments certifiants à titre principal. Donc ça, on est. Et si ma formation, elle vise principalement des connaissances, par exemple, et que à la fin de mon projet de formation, je n'ai pas de compétences à mettre en œuvre véritablement, est-ce que ce genre de produit a vocation à devenir certifiant? Par nature, non. C'est-à-dire que après, ça signifie pas que retravailler, repenser, amplifier dans le périmètre, ça ne puisse pas le devenir, mais en l'état, non. Si vous en êtes, il faut pas, faut pas faire rentrer des ronds dans des carrés. Hein. C'est-à-dire que je sais bien qu'il y a des sujets de financement, il y a des focus qui sont forts sur les financements liés aux deux répertoires, mais de toute manière, c'est une démarche qui passera pas parce que c'est la première chose qu'on vérifie. Est-ce qu'on a bien des compétences en face de nous et ces compétences, est-ce qu'elles sont cohérentes en tant que projet, en tant qu'ensemble? Donc, et là, de ce point de vue-là, des formations d'une journée, il peut y en avoir quelques-unes qui passent la rampe parce qu'il y a vraiment une spécificité très particulière, mais en général, on voit bien qu'une évaluation associée à une formation d'une journée, ça tient pas la route en tant que dimension certifiante. On n'acquiert pas une compétence en une journée. C'est pas, en tout cas, pas un ensemble de compétences suffisant pour constituer un objet du répertoire spécifique. Donc là aussi. Ou alors il faut qu'elle soit très ciblée, la compétence, Très sur une journée. Tout à fait. Vraiment une compétence technique très spécifique et en ciblant des publics qui ont déjà un certain nombre de prérequis. Ça peut être aussi ça. Mais voilà.
Très bien. Merci Michael. Donc pour résumer, on a effectivement un choix entre soit je certifie l'ensemble des compétences nécessaires à un métier dans sa totalité et je vais vers le répertoire national des certifications professionnelles, soit mon but c'est de certifier une compétence unique ou un groupe de compétences homogènes qui est beaucoup plus sur un périmètre de spécialisation, un plus de qualification, et auquel cas je vais vers le répertoire spécifique. Dans tous les cas, que ce soit au RNCP ou au RS, je devrais prouver le besoin sur le marché du travail du métier visé ou de la compétence visée selon le répertoire. Et puis, je devrais également prouver sa valeur, c'est-à-dire la correspondance du projet de certification que j'ai avec le besoin et donc quel est l'impact pour l'individu et pour l'entreprise de la certification, de l'obtention de la certification et de posséder des salariés qui ont cette certification. Donc, dans les deux cas, ça sera approuvé. Et on va maintenant prendre les questions des participants. Donc, je vais demander à Alice de nous rejoindre pour qu'elle puisse les questions qui ont été posées par la salle. Bon, vous êtes très, très nombreux, donc on va faire Voilà. de manière à pouvoir gérer au mieux. Merci Valérie. L'objectif, c'est donc de pouvoir proposer là les questions qui portent sur ce webinaire, sachant qu'un certain nombre portent sur les 2 webinaires qui suivent et que nous les capitaliserons pour pouvoir les poser à ce moment-là. Et d'autre part, les questions qui n'auraient pas trouvé leur réponse là seront traitées pour qu'on puisse trouver une façon d'y répondre. En tout cas, sélectionner les plus importantes pour pouvoir produire, par exemple, une foire aux questions qui pourrait permettre d'y répondre sur celles qui sont clés. Donc, il y a une question qui est un peu générale et que je repose en introduction. Qui peut déposer une demande de certification? Puisque là, on est sur un webinaire qui est sur l'amont de la démarche. Qui est autorisé à déposer une demande de certification? Juste en quelques mots, si vous voulez bien. Alors, tout d'abord, on ne définit pas un organisme certificateur par une qualité juridique. C'est-à-dire, ça peut être une personne privée, un ministère, un organisme de formation, n'importe quel organisme, d'ailleurs, pas forcément un organisme de formation, n'importe quelle société. Par contre, il ne faut pas déposer quelque chose qui relève de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, par exemple, j'ai assuré une formation pour le compte d'un certificateur, j'ai formé 10, 15 personnes, ils ont passé l'évaluation chez le certificateur. Venez pas avec ça en tant que promotion, hein, c'est pas à vous. Et ça arrive de manière régulière. Autre sujet qu'on avait évoqué, c'est-à-dire, bien entendu, il faut que ça soit des choses qui relèvent de votre propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils soient pas des éléments qui découlent directement d'une réglementation ou d'une certification d'État comme un CAP ou de branche comme un CQP. Voilà. Merci. Une question sur le caractère transversal du périmètre de compétences qui est visé, qu'il s'agisse d'un domaine de compétences ou d'un métier. Comment faire quand je suis face à un métier transversal, par exemple, qui ne dépend d'aucune CPNE? Un exemple qui a été donné dans les questions, le formateur, où est-ce que je le mets? Dans quel répertoire va-t-il se trouver? Voilà, à titre d'exemple. Tout d'abord, c'est pas parce qu'on vous demande des éléments de preuve que vous êtes nécessairement obligé de vous appuyer sur un élément extérieur qui relève d'une expertise extérieure. Parfois, il y a des domaines où il n'y a ni l'INSEE, ni un observatoire de branche, et le domaine des métiers transversaux en est un bon exemple. Et là, ça va être votre propre expertise, votre propre étude d'opportunité. Ça peut être construit, hein, ça peut être construit à partir d'une analyse des offres d'emploi, ça peut être construit à partir d'une enquête entreprise. Enfin, vous pouvez aussi construire vos propres preuves, hein, c'est pas du tout interdit. Et c'est vrai que des fois, c'est pas complètement simple. Souvent, là, il y avait une question qui était intéressante sur dirigeants d'entreprise. Parce que c'est un très bon exemple, en fait, parce que là, on va dissocier les deux, le RNCP ou le répertoire spécifique, ça va être presque la manière dont est conçue la certification. Parce que sur un dirigeant d'entreprise, ça peut être
un dispositif qui apporte des connaissances à quelqu'un qui exerce ou qui veut créer son entreprise, tout comme ça peut être une certification extrêmement solide de pour être dirigeant, voilà la liste des compétences dont j'ai besoin, et pas simplement pour initier un projet ou une petite TPE, entre guillemets. Donc, dans ce contexte-là, ce qui va compter, c'est le contenu. C'est-à-dire, est-ce que c'est un contenu qui relève plus ou moins du périmètre d'un bloc de compétences? Et là, par exemple, vous avez des certifications de CCI France, de CMA France, sur le sujet qui relève du répertoire spécifique et qui, en général, couvre 1 ou 2 semaines de formation. Et là, clairement, sur de la professionnalisation et du répertoire spécifique, avec, par les compétences de base pour pouvoir créer sa société. Et on a des certifications de niveau 7 de dirigeant d'entreprise qui se préparent sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Là, il n'y a pas de bon niveau, mais la durée de formation donne une indication. Là aussi, c'est un élément important. On n'est pas juge de la durée de formation, mais cette durée de formation est un minimum de cohérence avec l'objet du répertoire dans lequel vous déposez. Venez pas au RNCP avec une formation d'1 semaine. Ça, parce qu'on jugera la valeur on jugera la durée de votre formation, mais parce que le contenu en compétences associées ne pourra jamais couvrir le contenu d'un métier. Merci. Un rappel peut-être concernant le découpage des certifications en blocs de compétences. Donc, c'est pas l'objet, on verra ça plus précisément lors du prochain webinaire, mais peut-être juste de rappeler qu'en effet, le découpage en blocs de compétences ne concerne que les certifications au RNCP et non au ORS, même s'il peut y avoir un système de validation partielle. Peut-être préciser sans forcément rentrer dans le thème, mais il y a eu un certain peu. Oui, alors ça, c'est un élément qui est vraiment important. Parce que le bloc de compétences a été redéfini, repensé, donc c'est plus clair que ce que c'était en 2015, parce qu'en 2015, il n'y avait pas de définition, hein. Donc chacun, quelque part, a donné sa propre définition du bloc de compétences. Maintenant, on sait quelle est sa finalité principale, c'est-à-dire correspondre à l'exercice autonome d'une activité professionnelle. Et ce qui a été aussi clarifié, c'est le fait qu'il n'y a pas de bloc ou l'équivalent de bloc au répertoire spécifique. On considère qu'un objet du répertoire spécifique, il est suffisamment petit, entre guillemets, pour ne pas être découpé. Ça signifie pas qu'il ne peut pas être découpé en termes de parcours pédagogique. Ça signifie pas que vous ne pouvez pas, dans le parcours de formation, faire des évaluations intermédiaires. Mais très clairement, sur du répertoire spécifique, à part quelques très rares cas comme par exemple les tests de niveau, enfin les niveaux en langue ou certaines certifications vraiment très spécifiques internationales, on n'est pas sur des choses qui peuvent être découpées. Elles le sont peut-être des fois parce que historiquement, elles ont été enregistrées comme ça au titre de l'inventaire et que France Compétences n'a pas remis en cause les droits acquis. Hein, et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont enregistrées actuellement qui sont au titre de la précédente législation. Donc ça, parfois, vous voyez des niveaux sur l'inventaire, sur l'ex-inventaire. Très clairement, quand vous regardez les 200 et quelques certifications enregistrées au répertoire spécifique, vous ne trouverez pas de découpage en validation partielle, sauf les exceptions faites des tests de langue. Et d'ailleurs, un exemple, là, dans les certifications qui sont enregistrées au titre de la commission de septembre, il y a le TOSA qui présente une première certification, TOSA Excel nouvelle formule, alors qu'avant, on avait une certification unique avec des validations partielles sur chacune des composantes. Ça, c'est fini. Donc, Isograd va déposer maintenant progressivement ces dossiers composante par composante et ça sera des codes CPF, enfin d'ailleurs ça n'existe plus, code CPF, des codes certification différents qui seront éligibles de manière différenciée. J'ai vu une petite question aussi sur bloc de compétences et CPF. Bien entendu, le numéro de certification quand vous allez sur la plateforme EDOF, pour l'instant c'est le numéro de certification RNCP, mais ça vous donne entièrement droit de ne préparer via le CPF que le bloc de compétences. Hein. Ça, vous êtes complètement dans votre droit pour faire ça. On travaille actuellement avec les équipes de Laurent Durin pour que nos éléments de base de données sur les blocs de compétences soient intégrés dans le cœur du système d'EDOF, afin que ça soit plus simple pour vous, pour pouvoir bien renseigner le code du bloc de compétences. Mais en tout état de cause, vous avez bien entendu le droit à travers un code RNCP, de viser une formation qui ne vise que le bloc de compétences.
On vous entend pas. Un certain nombre de questions également sur peut-on délivrer une certification, peut-on déposer un dossier auprès de France Compétences pour juger d'une certification qui n'aurait pas été délivrée, sans l'avoir mise en œuvre, sans qu'il y ait de certifié encore. Donc peut-être un rappel à ce sujet, sachant que pour le RNCP, pour un certain nombre de questions, on voyait que le suivi des cohortes était bien en tête. Pour le RS, il va aussi falloir prouver un certain nombre de choses. Donc, voilà. Est-il possible de délivrer une certification, de déposer un dossier, pardon, sans avoir délivré la certification? On ne vous entend pas? C'est moi qui avais laissé mon micro, là, pardon. Qui avait éteint mon micro. Alors, juste une petite précision sur le RNCP. Sur le RNCP, vous avez raison, il faut les promotions, mais on a aussi les métiers émergents, c'est-à-dire toutes les certifications qui visent à titre principal un métier émergent sont dispensées d'un début de mise en œuvre. Et ça, c'est une dérogation prévue par le législateur et on a actuellement, au titre de cette année, une vingtaine de métiers concernés. Pour ce qui est du répertoire spécifique, on demande en effet qu'il y ait un début de mise en œuvre. Après, on peut avoir quelques exceptions extrêmement rares quand l'opportunité est extrêmement forte et extrêmement bien démontrée. Mais en général, quand la valeur d'usage, c'est-à-dire le retour entreprise minimum n'est pas démontré, c'est en général un élément qui nous manque dans l'analyse du dossier. C'est pas pour le plaisir d'ailleurs d'en disposer, hein, c'est juste que ça nous fait un élément de preuve en faveur de la certification qui nous manque. Donc, il ne s'agit pas du tout de demander des choses comme des promotions, des retours à 6 mois, des choses comme ça. Mais logiquement, un dispositif certifiant, il faut quand même l'avoir un tout petit peu éprouvé. On ne s'improvise pas certificateur, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir réalisé une première session, avoir assumé la formation. Alors, je comprends qu'il y a des sujets de financement, mais faut au moins faire une session test, hein, c'est-à-dire une promo test, s'arranger souvent avec une entreprise, avec quelques usagers. C'est des choses qui peuvent se travailler. Il n'y a pas besoin d'un an ou 2 ans de vie de certification, ni même une promo, enfin au sens une session de formation suffit largement pour avoir un retour utilisateur. Mais ça, il faut en effet mieux l'avoir. C'est pas une obligation juridique absolue, mais ça manque souvent dans les dossiers. D'autres questions également sur la manière d'obtenir des réponses auprès de France Compétences. Quelle est la façon de pouvoir obtenir des informations et des réponses sur des questions au moment de la rédaction du dossier? Et puis aussi, peut-être un rappel général sur les délais qui peuvent être là où vous en êtes aujourd'hui sur les délais entre le dépôt d'une demande et le passage en commission. Comment obtenir des réponses? Et puis, il y a une des questions qui était, est-ce que vous suggérez d'externaliser certaines des activités pour nous, organismes de formation, si on n'a pas assez de réponses? L'externalisation, non, on n'en est pas là. Pardon, du côté de l'OF, hein, du certificateur, est-ce que vous nous conseillez d'aller par exemple, il y avait un exemple, est-ce que vous nous conseillez d'externaliser la note d'opportunité? C'était un exemple. Donc, comment pouvoir avoir des réponses auprès de France Compétences et est-ce que vous nous conseillez de nous rapprocher d'autres? Alors, juste un petit rappel très très rapide des différentes étapes. Tout d'abord, la première étape, c'est le dépôt sur la téléprocédure. Une fois que cette téléprocédure est déposée, il y a un examen de la recevabilité du dossier où on examine 2 choses. Est-ce que le dossier est complet? Et est-ce que on n'est pas dans les cas de figure que j'ai décrits, c'est-à-dire un organisme où l'organisme, comment dire, n'est pas habilité pour déposer, n'a pas la propriété intellectuelle. Donc ça, premier cas de figure, ça met en général un mois. Une fois que le dossier est recevable, je l'affecte à un instructeur, donc on a une quinzaine d'instructeurs, et cet instructeur, en moyenne, l'instruit dans un délai de 4 à 5 mois, plutôt 5 en ce moment, et ça passe en commission. C'est-à-dire que dès que l'instruction est finalisée, moi-même ou mon adjoint supervisons le rapport, il est mis à l'ordre du jour avec 200 autres dossiers, hein, parce que concrètement,
depuis février, on a 200 dossiers par commission maintenant pour pouvoir gérer et compenser les flux d'arrivée. Et donc, il fait ensuite l'objet, dans le cadre de l'instruction, d'un avis, c'est-à-dire favorable, réservé ou défavorable. Et après, la commission émet elle-même son avis sur la base de l'instruction. Une fois que ça c'est fait, en général 2-3 jours plus tard, parfois plus le même jour, on publie la liste des décisions. Puis après, pour les décisions favorables, en général, on publie la fiche dans la semaine. Et une fois que c'est publié, 24 heures plus tard, il y a l'interface avec la Caisse des dépôts, puisqu'on leur donne les flux de données comme à d'autres utilisateurs. Et en général, sur les lettres de refus, ça met un petit peu plus de temps parce que c'est l'étape dans les 15 jours, 3 semaines suivant une commission, les lettres de refus sont validées et sont envoyées, notifiées par la lettre recommandée. Voilà le process, voilà sa durée. On reçoit par an 2000 à 2200 demandes recevables. C'est-à-dire que, donc, en gros, on reçoit à peu près 3500 à 4000 demandes. Donc, forcément, tant qu'on sera sur ces volumes-là, au regard des moyens qui nous ont été octroyés, il nous sera difficile de faire mieux. On essaye de faire au plus vite, parce que le but du jeu, c'est pas de laisser les organismes sans réponse. C'est pas notre finalité d'action. En plus, parce que l'évaluation qu'on fait, c'est pas pour le plaisir de dire oui ou de dire non. C'est dire non, c'est aussi dire qu'il y a des choses qui vont pas, qui peuvent être corrigées. Donc, c'est sûr que si on met 7 mois, 8 mois, 9 mois à dire non, le process est pas forcément hyper itératif avec l'organisme. Mais ça, c'est malheureusement la situation à laquelle on fait face. On est quand même sur un doublement par rapport au flux que recevait la CNCP. Concrètement, c'est ça la réalité actuellement. Donc ça vient de l'orientation plus forte des financements sur les 2 répertoires. Ça vient de l'ouverture de l'apprentissage à l'ensemble des certifications du RNCP qui crée forcément des velléités, des initiatives intéressantes. Mais en l'état, il nous est impossible à ressources constantes de faire plus vite que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas d'accompagnement. Je tiens vraiment à le redire. On est là pour évaluer. Donc, par contre, si un dossier présente une petite imperfection ou quelques petites imperfections, à ce moment-là, il va souvent y avoir un échange avec l'instructeur pour finir les derniers ajustements. Mais sur la majorité des dossiers, il n'y a pas cet échange-là. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être utile d'avoir cette dimension de quelqu'un qui vous challenge et qui est extérieur et qui peut être un consultant privé. Je conseille juste de prendre un consultant qui vous challenge, justement, pas qui fait à votre place. Parce que c'est pas le but. Le but d'un bon accompagnement, c'est d'utiliser les ressources internes à votre organisme et de les mobiliser autour du projet qui, après, va vivre une fois que le consultant sera plus là. Donc, un consultant peut être utile pour vous aider à affiner les attendus, parce que en général un bon consultant, il connaît le niveau d'attente qu'a France Compétences globalement. Alors, des fois plus ou moins, mais globalement ça se vérifie. Donc il va vous challenger. Normalement, il va pas vous dire que votre dossier est bon s'il ne l'est pas. Donc ça, de ce point de vue-là, avant de passer en commission, ça peut être un gain de temps de passer par un consultant. Mais c'est pas une obligation, parce qu'il y a plein de dossiers qui sont pas accompagnés par les consultants qui sont enregistrés. Et 2, n'externalisez pas tout. C'est-à-dire, parce que après, de toute manière, c'est vous qui allez faire vivre cette certification-là. Et si vous n'avez pas développé les compétences en interne pour, ne serait-ce qu'à l'heure du renouvellement, ça se passera pas forcément bien. Donc, voilà le conseil. Vous pouvez utiliser des consultants. Il y en a des biens sur le marché. Ils font une mission qu'on n'est pas capable d'assumer avec les moyens qu'on a, très clairement. Et en plus, je suis pas sûr que ça soit très sain. Notre fonction, c'est d'évaluer. C'est pas de faire à la place d'eux. Clairement, la CNCP le faisait, et c'est pas pour rien sur les critiques qu'on a pu lui faire sur ses défauts de régulation. Et bon, le but du jeu, c'est aussi que, c'est un peu l'objet de ce webinaire, mais on va mettre à disposition de plus en plus de ressources sur le sujet, c'est que vous puissiez, à travers le fait qu'on soit clair dans nos attendus, vous dispenser éventuellement de consultants. C'est-à-dire,
C'est pour ça que, par exemple, on est en train de finaliser, là ça a été donné à un certain nombre de la commission, donc on le sortira en octobre, un guide de l'enregistrement au répertoire spécifique. On est en train de préparer des supports pour, enfin il y a déjà une note de doctrine, mais on va aller encore un peu plus loin, au-delà des notices d'aide et des notes de doctrine, pour que vous puissiez, si vous investissez suffisamment sur le sujet, vous passer des consultants. Mais le regard du consultant est intéressant, ne serait-ce qu'à travers s'il vous challenge. Si un consultant vous dit que votre dossier est parfait, d'entrée, c'est qu'il faut changer de consultant. Donc, des questions là auxquelles vous venez de répondre concernant la relation avec l'instructeur et donc tout ce passage jusqu'au passage en commission. Peut-on avoir un échange avec l'instructeur? Donc, vous disiez que c'est plutôt si l'instructeur a besoin, il peut y avoir un temps d'échange. Peut-être où trouver le calendrier des commissions? Ça, c'est sur le site de France Compétences, je suppose. Sommes-nous informés du passage en commission? Peut-on se représenter quand un dossier a été refusé? Et quel est le pourcentage d'avis favorables, non favorables, au-delà du nombre de certifications enregistrées? Mais peut-être concernant le report. Alors, après un défavorable, vous pouvez tout à fait redéposer. Après, ça dépend de la nature du problème, hein. C'est-à-dire que si vous avez eu un enregistrement, par exemple au RNCP défavorable parce que l'insertion était très mauvaise, ça ne sert à rien de revenir 2 mois plus tard. Par contre, si on vous a dit le référentiel est à retravailler, bien entendu, ça peut être déposé 1 mois, 2 mois plus tard, retravaillé. Ça, il n'y a pas du tout. Le but du jeu, c'est de fixer un niveau d'exigence, pas de sanctionner pour sanctionner. Donc, il y a plein de dossiers qui sont redéposés, qui sont enregistrés. Donc, les taux d'avis, on est à peu près sur le RNCP à 60% d'avis favorables. La CNCP était à 80%. Et sur le répertoire spécifique, du fait de ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire des choses qui sont clairement hors sujet, on est à environ 15% d'avis favorables. Donc, on est clairement sur deux typologies de situations très différentes. On observe une amélioration quand même continue de ce qui nous arrive, mais il y a clairement quand même un écart par rapport aux attendus. Donc, ça peut aussi venir de notre faute, dans le sens qu'il faut qu'on soit plus pédagogique sur les attendus au niveau d'exigence. Donc, on va le faire dans les mois qui viennent, mais en tout cas, là, clairement, on n'est pas du tout dans la même situation selon qu'on est au RNCP ou au répertoire spécifique. Et j'ai oublié certains éléments de votre question. Je suis désolé. Ah, on vous entend pas, Alice. Le micro est fermé. Avis favorable ou défavorable pour l'un et l'autre répertoire. Calendrier, accès au calendrier des commissions. Ça, on le communiquait pas là-dessus, mais c'est vrai que ça manque. Des fois, on est un peu gêné parce que ça peut nous arriver que à plus ou moins 1 mois, ça soit programmé en octobre plutôt qu'en septembre. Donc, c'est pour ça qu'on voulait pas donner de faux espoirs à certains organismes, mais on va mieux afficher. Ça, c'est un élément d'amélioration de nos pratiques. On va mieux afficher le calendrier et donner au moins enfin, vous sachiez si vous êtes passé en commission ou pas, quoi. Voilà. Ça, c'est un élément sur lequel on va retravailler un peu. Et dernière question qui a été posée plusieurs fois dans le chat, mais peut-être vous avez répondu, qui était de savoir si les refus sont motivés pour pouvoir travailler les réponses et se représenter. Quel niveau de… Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Les refus sont-ils motivés? Alors, ils sont motivés au sens juridique du terme, hein, c'est-à-dire qu'on donne les principaux critères qui n'ont pas été satisfaits. Par contre, ils se suffisent pas souvent en tant qu'élément d'explication du refus. Et c'est pour ça, notamment, qu'après une décision de refus, il y a toujours la possibilité de solliciter un entretien avec l'instructeur, un entretien oral, hein, qui en 15-20 minutes va vous expliquer en général les éléments au-delà du courrier de contexte. Donc ça, c'est une phase qu'on a, hein, c'est-à-dire tout organisme qui demande un retour sur sa décision, au-delà du courrier motivé, peut obtenir un débrief oral pour mieux préciser les attentes. Et en général, ceux qui le font ont des chances quand même plus fortes après le redépôt de passer la rampe. Voilà.
Merci beaucoup Valérie. Je te repasse la parole pour que vous puissiez avoir l'un et l'autre le temps de conclure, comme il est 15 heures passées. Valérie? Non, alors peut-être qu'il y a eu une déconnexion. Donc je vous propose, merci à tous d'avoir posé toutes vos questions. Que la question a été reposée de savoir s'il y aurait une foire aux questions, et nous tâcherons en tout cas de capitaliser toutes ces questions pour pouvoir trouver le moyen d'y répondre en sélectionnant celles qui sont le plus représentatives des réponses sur lesquelles vous avez des besoins, et pouvoir aussi poser les questions pour reprendre les questions qui portaient sur les deux webinaires qui sont prévus aux 2 dates à suivre. Michael Charby, je vous laisse la parole pour conclure sur cette question des périmètres, sur les points de vigilance et sur les points d'attention pour donner aux organismes toutes les clés pour choisir efficacement, choisir bien le répertoire et identifier le périmètre. À la limite, j'aurais presque tendance à dire, on pourra presque conclure dessus à la fin du cycle, hein, parce que les 2 séances suivantes vont traiter des sujets qu'on n'a pas abordés, qui sont quand même étroitement liés, hein. On les a séparés parce qu'il faut bien séparer les séquences, et qu'on n'allait pas faire un webinaire de 3 heures, mais il y a des éléments qui sont étroitement liés à ça, et on va bien voir dans la manière de penser, de concevoir des référentiels d'activité, de compétences ou d'évaluation, qui a un lien fort, une articulation forte avec avec les questionnements qu'on a posés aujourd'hui, qui sont les premiers questions à se poser, hein, en termes de démarche. Et après, c'est proof of concept, c'est-à-dire c'est quand on commence à travailler sur l'ingénierie que parfois on pose des questions, on les approfondit. Et la dernière des étapes, qui sera le webinaire numéro 3, c'est en effet le sujet de finaliser la présentation du dossier, parce qu'on peut avoir un bon dossier, mais il faut aussi bien le mettre en valeur, hein. C'est aussi un sujet qu'il faut travailler, mais qu'on a déjà un petit peu touché du doigt à travers le sujet des preuves. Absolument, merci beaucoup. Donc, en effet, 2 prochains rendez-vous, le 24 septembre et le 15 octobre. Oui, pour toutes les questions qui portaient sur le webinaire, oui, il sera disponible en replay. Et pour toutes les questions, pour la réponse à vos questions, et bien voilà, dans l'un ou l'autre des supports. Et merci à tous pour votre participation et éclairage. Merci.